La correction de l'examen de thermodynamique 2023-2024. Donc, je vais commencer par les questions de cours. Compléter le diagramme de phase TP de l'eau. Donc, voilà le diagramme de phase TP de l'eau. Donc, l'axe des abscisses, vous avez la température. L'axe des ordonnées, vous avez la pression. Vous avez trois courbes. La première, la deuxième et la troisième. Donc, les trois courbes qui limitent les trois états solide, liquide et vapeur. Donc la première courbe représente la coexistence entre l'état solide et l'état vapeur. La deuxième courbe représente la coexistence, donc la courbe représente la coexistence entre le solide et le liquide, et finalement la troisième courbe représente la coexistence entre liquide et gaz. Comme vous voyez, il y aura toujours une coexistence entre deux états, sauf au point qui s'appelle le point triple. Dans ce point-là, donc il y aura une coexistence entre trois états, solide, liquide et vapeur. Donc ce point-là, le point triple, il y a une coexistence entre l'état solide, l'état liquide et l'état quoi? Vapeur. Un autre point qui est donc très important, c'est le point critique. Donc au-delà de ce point, on ne parle plus de changement d'état, donc il s'agit de la zone supercritique. Donc, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter que pour l'eau, vous avez deux repères. Donc, le premier repère de coordonnées 0 degré Celsius 1 atmosphérique. Donc, ce point-là représente la température de fusion de quoi? De la glace. Le deuxième repère, c'est à coordonnées 100 degrés Celsius, toujours 1 atmosphérique. Donc, ce point-là représente la température d'évaporation de l'eau liquide. La deuxième question, compléter le diagramme d'isotherme d'Andrews. Donc, quand vous voyez ici, vous avez des isothermes. Donc, je prends par exemple le premier isotherme, donc T1, le deuxième, par exemple, isotherme T2, donc dans ce sens, dans ce sens, vous avez le T croissante, donc T2 supérieur à T1. Donc voilà, donc plusieurs isothermes, ce qu'on appelle les isothermes d'Andrews, ils vont construire ce qu'on appelle la courbe de saturation. Donc voilà la courbe de saturation. Ok, la courbe de saturation, donc caractérisée par quoi? Donc ce qui est à gauche, c'est la courbe d'ébullition. Ce que vous avez à droite, c'est la courbe rosée. Où le point de rencontre des deux courbes, c'est le point C, c'est le point critique. Donc, cette courbe, ce qu'on appelle la courbe cloche ou bien la courbe de saturation, il va diviser l'espace, voilà, donc l'espace formé par, sur l'axe des abscisses, vous avez le volume molaire, et sur l'axe des ordonnées, vous avez la pression. Cet espace est divisé en quoi? La première partie, ou bien la première zone, il s'agit d'un liquide. La dernière partie, ici, vous avez vapeur. Entre les deux, vous avez un mélange, liquide plus vapeur. Donc, par exemple, vous prenez ce, cet isotherme, donc par exemple, l'isotherme qui représente T1, la température T1. Donc, ici, par exemple, dans l'état liquide, vous avez une chute de pression avec une variation de volume molaire faible. Par contre, ici, dans la troisième zone vapeur, vous avez une chute de pression avec une variation de volume molaire, on peut dire, importante par rapport au liquide. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, la vapeur, il est plus compressible que le liquide. Entre les deux, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez des paliers. Donc, ici, vous avez le premier palier, le deuxième palier, le changement de phase, c'est-à-dire dans ce sens, par exemple, dans ce sens, on passe de liquide à vapeur, donc il y a un changement, et dans l'autre sens, il y a le changement inverse. Donc le changement, c'est au niveau de la partie intermédiaire, liquide plus vapeur, c'est la partie d'équilibre. Donc ici, vous avez un palier horizontal, ça veut dire la pression, il reste comment? Constante. Par exemple, vous prenez l'isotherme T1, donc puisqu'il s'agit de l'isotherme T1, T sur toute la courbe, il est constante. Donc, qu'est-ce qu'on va ajouter? Au niveau de la zone intermédiaire liquide-vapeur, vous avez un palier horizontal, c'est-à-dire la pression est constante et en même temps la température est comment? Est constante. Donc ça, c'est la deuxième question. La troisième question, donner l'expression de titre XM. Donc, on reprend
la courbe de saturation dans les isothermes, pardon, donnée par les isothermes d'Andrews. Donc vous prenez par exemple cette courbe, ok, donc le point L, c'est saturation liquide, liquide saturé, ok, donc c'est le début de quoi? De palier de la transformation, bien de changement d'état. Et je prends le V côté quoi? Vapeur, c'est 100% vapeur. Au point V qui appartient à la courbe rosée, donc on dit qu'il s'agit de vapeur ou bien vapeur 100% ou bien saturation en vapeur. Donc voilà, donc je fais la projection sur l'axe des abscisses, le volume molaire. Donc qu'est-ce que vous avez? Vous avez le VL, c'est le volume molaire au point L, le VV, c'est le volume molaire au point V, et je prends un point entre le L et V, donc un point quelconque, et on cherche à quoi est égal le titre, on peut dire le titre massique en vapeur. Voilà, le titre massique en vapeur. Donc le titre massique en vapeur, c'est-à-dire on veut savoir combien de pourcentage de liquide et pourcentage de quoi? De vapeur. Donc faites attention, donc voilà, donc lorsque je rapproche, je rapproche de V, c'est-à-dire je rapproche à combien? 100% vapeur, 0% quoi? Liquide. C'est-à-dire on peut par exemple prendre un point, le H, un point H, c'est qu'on représente le milieu entre L et V. Dans cet intervalle, vous avez un titre massique en vapeur supérieur à 50%. Et, et ici, dans l'autre intervalle, donc entre le H et le L, vous avez un titre massique en vapeur inférieur à 50%. En tout cas, donc ça dépend de la position de M. Donc pour chercher à quoi est égal le titre massique en vapeur dans n'importe quel point, donc c'est le XV est égal Vm, donc le volume massique de ce point-là, moins le volume massique ou bien molaire, ou bien le volume massique ou bien le volume molaire, de quoi? De Vl, voilà, divisé par le total, c'est-à-dire le Vv moins quoi? Vl. Voilà, donc ça c'est l'expression pour calculer le titre massique en vapeur ou bien le titre molaire en vapeur. La troisième ou bien la quatrième question, rappelez les relations de quoi? De Maxwell. Donc il s'agit de quatre relations. Donc la dérivée partielle de t par rapport à v à s constante est également la dérivée de p par rapport à s, v constant. Et la deuxième relation de Maxwell, la dérivée de t par rapport à ps constante, est égale à la dérivée de v par rapport à la dérivée par rapport à l'entropie p constante. Il y a aussi deux autres, euh, deux autres relations de Maxwell, donc la troisième et la quatrième. Écrire les relations de Gibbs. Donc les relations de Gibbs aussi, il s'agit de quatre relations. La première, la deuxième, c'est-à-dire la variation de l'énergie interne est égale T, la variation de l'entropie, moins P, la variation de volume, etc. etc. D de H, la variation de l'enthalpie, la variation de l'énergie libre et la variation de l'enthalpie libre. Donc, la question suivante, quelle est la première loi de Joule? La première loi de Joule, c'est tout simple, ça concerne tout simplement l'énergie interne. L'énergie interne ne dépend que de la température. On dit que le gaz parfait obéit à la loi de Joule. La première loi de Joule énonce que l'énergie interne U ne dépend que de la température. Donc, delta U est égal CV delta T. Voilà, donc CV de la variation de température T2 final moins T2, T1 initial. Je peux remplacer le CV. Donc CV, si vous avez grand C c'est-à-dire la capacité thermique. Petit c, c'est la capacité thermique massique. Donc je dois la multiplier par M. Voilà, donc toujours multiplié par la variation de la température, température finale moins température initiale. Donc il faut signaler il y a une remarque très importante. La première loi de Joule, elle est valable pour un gaz parfait. Donc ça c'est très important. Voilà.
Donc ça c'est quelle est la loi, la première loi de Joule. Maintenant, la deuxième, ou bien la dernière question, démontrer que la courbe adiabatique est plus accentuée que la courbe isotherme sur le diagramme PV. Donc la dernière question dans les questions de cours, donc vous prenez, donc c'est l'isotherme en face, ou bien contre la diabatique. Vous prenez par exemple une transformation isotherme. Donc isotherme, c'est-à-dire T constante. Donc il s'agit d'un gaz parfait, PV est égal à nRT. Donc ça veut dire PV est égal constante. Donc le N, le nombre de moles constant. Le T, c'est constante, ce qui fait donc le produit PV, il s'agit d'un produit constant. Très bien. Donc on va dériver, on va faire la dérivée. Donc dérivée PV, vous avez deux variables d'état. Donc ça va donner VDP plus PdVT égale 0. Donc la dérivée de la constante c'est 0. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc VDP est égal moins PDV. Donc j'ai fait passer le deuxième terme dans la deuxième partie. Donc ça va donner VDP est égal moins PDV. Voilà. Et dP sur dV isotherme. Donc j'ai ajouté isotherme pour faire la différence par rapport à la diabatique. Et donc dP sur dV est égal moins P sur V. Voilà. Très bien. Ça c'est pour l'isotherme. Maintenant pour la diabatique. La diabatique, vous avez normalement. Non, pardon, donc il y a une erreur. Donc adiabatique, c'est PV à la puissance gamma est égal quoi? Est égal constante, ce qu'on appelle les équations de Laplace. En général, vous avez trois équations de Laplace. Voilà la première équation de Laplace. Donc l'équation de Laplace, PV à la puissance gamma est égal quoi? Est égal constante. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la dérivée, ok? Donc vous avez deux variables, P et V à la puissance gamma. Donc ça va donner V à la puissance gamma d de P, ok, plus P, la dérivée de V à la puissance gamma est égal quoi? Est égal 0. 0 c'est la dérivée de la constante. Donc ça va donner quoi? V gamma, V à la puissance gamma d de P est égal. Donc je vais essayer de faire passer le deuxième terme à la deuxième partie, ok, en calculant la dérivée. Donc ça va donner moins P gamma, ok, la dérivée de V à la puissance gamma, ça va donner gamma V à la puissance gamma moins 1 d de V. Voilà. Donc c'est donc la dérivée, donc j'ai appliqué tout simplement la dérivée de U à la puissance N. Donc la dérivée de U à la puissance N est égale quoi? Est égale N, voilà, ok, fois U N moins 1, ok, fois D de quoi? D de U. Ok, donc voilà, donc le stylo, donc c'est pas facile d'écrire avec le stylo de PowerPoint. En tout cas, donc j'ai appliqué mathématiquement, ok, la dérivée de donc la dérivée de V à la puissance gamma. Donc j'obtiens donc finalement, donc je cherche, donc je vais essayer de chercher la même forme que l'isotherme, ok. Donc toujours dP par rapport à dV est égal quoi? Est égal à adiabatique. Pourquoi dP sur dV? Parce que normalement, on va tracer par la suite dans le diagramme PV. Donc on va tracer par la suite dans le diagramme PV, ok. Ok, par exemple, voilà les deux courbes. Donc la tangente, ça sera quoi? dP sur dV. Donc la tangente de ces deux courbes. Donc on ne sait pas encore quelle est la courbe qui représente l'isotherme ou bien la diabatique. Donc en tout cas, donc ils ont cette forme. Donc pour calculer la pente, donc ça sera dP sur quoi? Sur dV. Ok, donc dP sur dV. Donc c'est pour cela que j'ai cherché la forme dP sur dV pour l'isotherme et pour la diabatique. En tout cas, donc voilà. Donc, je vais essayer d'effacer ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai trouvé donc le dP sur dV pour la diabatique est égal moins P
gamma, V gamma moins 1 sur gamma sur V à la puissance gamma. Donc, comme vous voyez, donc, on va essayer de regrouper ce que vous avez dans le nominateur avec le dénominateur. Donc, vous avez V gamma moins 1, V gamma. Donc, ça va donner dp sur dv adiabatique est égal moins gamma. Donc, il reste le gamma P sur V. Donc, si vous voyez très bien, V gamma moins 1. Dans le dénominateur, ça va donner gamma 1 moins gamma, V à la puissance 1 moins gamma. Donc gamma, avec moins gamma, ça va sauter. Il reste que V à la puissance 1. Donc finalement, moins gamma P sur V. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va chercher la valeur absolue, toujours de l'isotherme, est égal P sur V. Et on va chercher la valeur absolue, donc toujours de dp sur V pour l'adiabatique est égal gamma P sur V. Vous voyez très bien. Donc c'est quoi la différence entre les deux? C'est le gamma. Et gamma, c'est le rapport entre Cp. Donc un rappel, le gamma, c'est quoi le gamma? Le gamma, c'est le rapport entre Cp et quoi? Et Cv. Il est toujours supérieur à quoi? À 1. Donc il est toujours supérieur à 1. C'est-à-dire, si on compare la valeur absolue de la pente, ça c'est la pente de P de l'isotherme avec la valeur absolue de la pente de la diabatique, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la valeur absolue de la pente de la diabatique est supérieure à la valeur absolue de la pente isotherme. Donc voilà la comparaison. Donc, adiabatique est supérieure par rapport à la valeur absolue de la pente de l'isotherme. Donc, on va essayer de faire un schéma donc qui explique, voilà, ou bien qui montre qu'il est donc, tout à l'heure on a tracé les deux courbes, ok? On n'a pas spécifié quelle courbe représente l'isotherme et quelle courbe représente la diabatique. Donc cette fois-ci, puisqu'on a calculé la valeur absolue des deux pentes, donc ça se voit que la pente, voilà, la valeur absolue de la pente de la diabatique est supérieure à la valeur absolue de la pente isotherme. C'est-à-dire par rapport à un point I, ok? Par rapport par exemple à ce point-là, c'est le point de rencontre, I, ok? Il faut voir la partie supérieure à I. Donc la courbe, donc la plus accentuée, c'est la diabatique par rapport à l'isotherme, ok? Donc ça, c'est la courbe adiabatique. Donc vous avez la tangente, par exemple ici. Donc ça va donner ça sur ça. Donc à peu près. Voilà, à peu près. Et pour l'isotherme, donc pour l'isotherme, par exemple, ça va donner toujours ça. Ok, mais, pardon, ça. Ok, sur toujours ça. Donc vous avez D2P. Ok, et ça c'est quoi? D2V. La variation suivant l'axe de V et la variation suivant l'axe de P. Donc, comme vous voyez, la pente de la diabatique en rouge est supérieure à la pente de l'isotherme en vert. Voilà, donc ça c'est donc rapidement la correction des questions de cours de l'examen de thermodynamique 2023-2024. Donc, merci pour votre attention.